Enfin, let's go dans le bateau From, je suis toujours motivé. Même si j'ai pris un peu de temps, mais c'est un peu la galère le montage, même si c'est et le montage il est éteint, je sais totalement, je fais tout sur mon téléphone. Donc. Mais ce qui compte, c'est les théories du coup, et les théories, elles sont pas éteintes. Je regarde pas les vidéos théories des autres parce que j'ai pas envie de me faire influencer. Je préfère finir moi mes trucs et ensuite là j'y regarde et je me dis intéressant, ouais, peut-être que. Donc saison 4, épisode 2, analyse et théorie. L'épisode lui il commence sur Kenny et une Sophia qui étaient dans la clinique en fait. Donc Kenny est en train de dormir et Sophia en train de faire son monologue de connasse au prêtre avant de le fumer. Sophia est dehors. Kenny, il se réveille dans le bazar, il se dit mais qu'est-ce qui se passe l'équipe, on se fout de ma gueule. Arrivé à là, moi j'ai déjà deux théories. Déjà de 1, Kenny est en train de dormir, donc il aurait clairement pu anéantir Kenny, Marielle, mais il l'a pas fait. Ce qu'il a préféré faire, c'est aller dehors. Je pense qu'il est parti dehors pour prévenir des collègues monstres à lui, d'aller chercher le cadavre de Jim, de l'ouvrir et ensuite de le pendre dans la grange. Avant de faire son cinéma, de faire jeu Rippler. Ce qu'on peut avoir aussi comme info, c'est que du coup, le fait qu'il n'ait pas tué Kenny et Marielle, c'est qu'il a des objectifs un peu plus réfléchis que simplement foutre le sbeul, foutre un carnage et détruire tout le monde. Il les a pas fumés soit parce qu'il sait qu'ils vont mourir de toute façon, ou soit... Je sais pas. Ça alors pas... Ah oui, c'est vrai, il faut dire ça. On enchaîne sur la scène avec Boyd qui est assis sur le canapé et qui va voir Elgin et qui lui dit écoute frérot, je te conseille une seule chose. Soit tu fermes ta bouche sur ce qui s'est passé pour ton œil, soit je t'ouvre en 4 et je te fous dans la cage ou la lémon si tu ouvres en 5 la nuit. Du coup il fait bah ouais si je veux pas qu'est-ce qui se passe. Et il dit à un moment une phrase, il dit la vérité elle ressortira toujours. Je pense que ce que ça veut dire c'est en lien en fait avec un futur chaos. C'est que depuis la fin saison 3, le fantôme du prêtre nous avait dit, avait dit à Boyd, en fait je suis avec eux, c'est pour ça que je dis nous, avait dit à Boyd, ouais si tu franchis cette barrière là, c'est perdu. Il l'a fait quand même et je pense qu'on est encore justement sur cette pente descendante de Boyd et qui va entraîner le carnage total de tout le village. Cache le fait d'avoir torturé Elgin pour aller chercher Fatima. Quand ça va se savoir, les gens vont péter un câble, vont plus le faire confiance et ça va partir en couille. Je pense que d'ailleurs ça fait partie des plans de l'homme en jaune. À un moment donné, l'homme en jaune va se servir de cette faiblesse-là de Boyd pour foutre la merde dans le village, pour que tout le village se retourne contre lui. Boyd, c'est le pilier, donc ses mensonges qu'on peut retourner contre lui, plus sa fragilité qui est encore plus appuyée par rapport aux dégâts qu'il prend, plus le fait qu'il est en train de perdre les gens qu'il aime sans qu'ils comprennent ce qui se passe. Ces trois éléments-là vont faire qu'il va s'écrouler, et une fois qu'il va s'écrouler, le village va s'écrouler, ils vont tous se suicider, et ça va faire comme dans les souvenirs à Victor, ils vont tous être étalés au sol. C'est que je pense pas que c'est les monstres qu'ils ont tous trouvés pour les ouvrir en 5. Je pense que ce qui s'est passé simplement, c'est qu'il y a eu une bataille comme ça où tout le monde s'est mis en colère, tout le monde s'est suicidé, tout le monde s'est fait tuer, et que soit l'homme en jaune, ou soit l'homme en jaune et tous les monstres sont venus se régaler des corps, des cadavres. On voit un calendrier aussi à un moment donné dans cette scène-là. Je sais pas du tout ce que ça pourrait exprimer. Les gens ont d'autres théories pour ces dates-là. Franchement, je les prends avec plaisir parce que j'ai aucune idée de ça. Ensuite, on voit la connasse de blonde dans... Elle, je la déteste. Pire perso. Du coup, elle se réveille encore une fois avec la radio qui s'allume toute seule. Donc encore une fois, ils sont constamment observés. Même quand l'homme en jaune, du coup, est présent dans la ville, il y a une entité, quelque chose qui les observe, qui allume les trucs, etc. Soit c'est les bâtiments, soit c'est l'énergie de l'endroit, soit c'est encore un autre antagoniste. D'ailleurs, bizarre le choix de la musique pour la scène. Je pense que c'était pour faire un contraste avec ce qui arrivait après, entre le côté cool et le côté un peu dark horror. Mais ça veut peut-être dire un message aussi de vouloir tout tourner en ridicule. Ça ne fait pas que nourrir l'entité, ça l'amuse aussi. Donc l'entité pourrait être un genre de démon. Ensuite, on arrive à une des scènes principales de l'épisode. C'est un gros sac avec du sang qui coule. Et on se dit, il y a un cadavre dedans, c'est la merde. Du coup, tu as tout le village qui est en panique. Et ils mettent des chèvres dedans. Déjà, je pense qu'il y a une des chèvres, c'était l'ami de Ethan. C'était la chèvre qui baladait, je pense. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la grange, elle est jamais protégée. Soit parce qu'ils arrivent en dessous, soit parce qu'ils ont enlevé le talisman, soit je sais pas. Mais en tout cas maintenant les monstres ils peuvent s'attaquer aux animaux s'ils veulent. Ou peut-être que je dis n'importe quoi, que c'est des chèvres qui viennent de dehors et que c'était juste pour mettre la pression. Mais bizarre un peu. Parce que le problème avec ça, c'est que en fait c'est trop bien fait. Donc
Je reviens sur une théorie que j'avais fait déjà avant, sur le fait que je pense que les méchants ont une voyageuse du futur aussi avec eux, et qui doit certainement être présente dans le village, mais en personnage secondaire, parce qu'il y a des coups par exemple comme ça qui sont trop stratégiques et c'est trop bizarre. Mettre le sac de viande pour attirer tout le village autour parce qu'on sait que Jim n'est pas rentré, on sait qu'il faudra le retrouver. Tout le monde va penser évidemment que le sac de viande c'est Jim, donc tout le monde va se mettre autour. Et à un moment il se passe quelque chose. Tabitha dit aux enfants d'aller dans la grange pour être en sécurité, pour aller donner à manger aux animaux. Pourquoi déjà la grange? Bizarre. Et c'est là qu'est pendu Jim du coup. En fait du coup ils nous ont montré une feinte pour aller enculer au maximum les enfants. Ça c'est très bizarre. Ça peut pas être le hasard. Forcément c'était prévisible, ils savaient qu'ils allaient à la grange. Je pense que dans les personnages qui sont derrière, soit on a un autre monstre comme le Mangeonne, soit on a une voyageuse du temps, peut-être une Héloïse. Il y aurait eu le cadavre de Héloïse qui a été retrouvé. J'ai regardé les autres épisodes, apparemment le cadavre d'Héloïse a été retrouvé, donc bizarre. Bizarre qu'il nous ait mis son nom sur la plaque d'immatriculation pour nous notifier quelque chose par rapport à elle. Après on n'a pas vu le corps, hein, donc je sais pas. Peut-être qu'elle a ressuscité ou quoi, je sais pas. Pour revenir aussi au fait qu'il y ait un ennemi du coup dans le village, moi je vais mettre des images là, mais il y a une personne qu'on voit depuis l'épisode 1, qu'on n'arrête pas de revoir en fond. Elle fait rien de spécial, mais c'est vrai qu'elle est là partout. Et je sais pas, je mets une pastille là-dessus, bizarre. Du coup Jim le boss. Du coup on voit Jim le boss, hein. Jim, meilleur personnage de la série, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. D'ailleurs, je reviens du coup quand même, je fais une théorie sur sa mort parce que voilà, moi dès que j'ai une théorie à faire, je la fais. On avait déjà vu Jim pendu dans une des visions de Tabitha, foreshadowing ou peut-être le hasard. Et je pense que c'est un foreshadowing et du coup intéressant, donc ça veut dire que les mecs ils sont au courant que Jim va mourir depuis longtemps et ils savaient même dans quelle position ils allaient le faire crever. Donc je pense qu'il y a encore plein d'autres trucs cachés qui pourraient nous spoiler de la fin. Ce qui donne encore du coup plus d'importance à tous les dessins qu'on a vus depuis le départ. Parce que c'est surtout là-dedans que on voit des trucs qui sont cachés. Ensuite, on voit la phrase le savoir a un prix. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à exactement savoir pourquoi le savoir a un prix. Ça veut dire que quoi, les méchants ont un plan et du coup, plus ils se rapprochent de la découverte de ça, plus ils vont s'énerver, ils vont les tuer. Donc, c'est une menace. D'ailleurs, le savoir a un prix et il dit ça en tuant Jim. Donc, ça veut dire que le savoir là qu'il a payé, c'était le fait de savoir que Tabitha et Jade étaient des réincarnations. Okay, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cette info-là, ils l'ont eu en jouant du violon. Je me dis, pourquoi en fait le mec il joue pas du violon devant tout le monde en fait? Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des souvenirs, peut-être qu'il y en a qui vont se débloquer ou je sais pas. Peut-être jouer du violon aussi devant Victor, peut-être que ça lui rappellerait des souvenirs aussi. Mais très bizarre, pourquoi le savoir a un prix? Il doit y avoir quelque chose dans le savoir qui nous est caché, qui doit tout changer en fait. Ensuite on a le combo du coup pour la première fois, Sophia, Sarah. Sarah qui entend des voix. Elle n'entend pas de voix par rapport à ça, donc ses voix sont méchantes. Là, on a la confirmation. Mais est-ce que les voix c'était l'homme en jeu? Enfin, hâte de voir ce que ce combo va donner. J'ai l'impression que Sarah a des doutes sur Sophia, justement, comme si elle savait quelque chose sur elle par rapport instinctivement, mais je sais pas. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Petit thème musicaux de Sophia. Quand elle se barre, comme si son plan se passait à merveille, comme si c'était une mauvaise chose. Je vais essayer de trouver le plan de Jade sur internet et je vous le mets là, parce que je suis sûr qu'il y a des réponses aussi à trouver là-dedans. Mais c'est vrai que là maintenant j'ai du mal et j'ai rien qui me vient en tête. Ah oui, le Randall là, oh là là. Alors vous me surveillez celui-là, parce que je crois que dans le lore, Julie elle est sur les 15 ans. Lui il commence à m'énerver, lui, elle est en train de farmer Laura. À chaque fois on le voit, le gars en train de faire l'attraction, c'est. Un coup il avait envie de se suicider parce qu'il en pouvait plus de la vie, et là il est. Ah lui il commence à me saouler, lui je sais pas ce qu'il donne, pourquoi les monstres l'ont laissé en vie, beaucoup trop de mystères autour de lui, je sais pas quoi penser. Ensuite on voit une scène là, bon j'ai pas forcément de théorie à faire là, pour dire que Tabitha c'est juste une grosse merde en fait, je la déteste, je la hais. En fait le problème c'est que c'est un personnage qui est bien écrit, genre, enfin il est bien fait, il est bien écrit, elle joue bien. Mais en termes d'être humain, du coup, c'est un être humain qui est détestable. Mais genre comme dans la vraie vie en fait, on a envie de les baffer, on a envie de les détruire, mais ils existent. Donc je peux pas retirer l'écriture à ça, mais j'ai envie de la goumer à chaque fois. Ce qu'elle dit à Jade, qui est là juste pour essayer de sauver tout le monde, elle lui dit ouais ça aurait dû être toi, franchement on est sur un personnage qui est éteint. Donc là petit message à tous les fans de Tabitha là.
C'est des grosses merdes. Ensuite, on est sur du vide en termes d'analyse. Du coup, l'autre connasse de blonde, elle, je n'aime pas son nom. Grosse connasse de blonde qui fait de la merde, qui veut voler l'ambulance. Ensuite, t'as Christy et Marielle. Bon, Christy, je l'aime pas trop non plus, un peu trop arrogante. Oh, vas-y. En fait, elle évalue mal les risques en fait. La Gadji, elle a un corps de lâche. Elle est là, elle est sous béquille, machin. Elle prend tous les risques du monde alors que il y a que 2 médecins dans le truc. Enfin, il suffit que tu fasses un accident ou n'importe quoi, tu niques le village, tu vois. Mais parce que tu veux jouer à la super-héros, là, que tu vas faire de la merde. Bon, je l'aime pas beaucoup celle-là en tout cas. Et Marielle aussi, je l'aime pas beaucoup, mais au moins elle, on la voit pas tant que ça. Quoique Marielle, bon, le personnage, il évolue un peu. Pareil, Christy, le personnage est très bien fait parce que des gens avec le syndrome de super-héros comme ça, genre ils sont exactement comme ça, donc franchement bien l'écriture, mais en termes d'humain, qu'elle nique sa mère. Du coup, ouais, la connasse de blonde qui garjaque la voiture d'ambulance, ensuite on a Christy qui vient la rejoindre, qui va lui essayer de la raisonner. La meuf, elle nous sort des phrases de fou, genre ouais, mais moi je mérite pas d'être là. Enfin, chaque mot en fait est. Ouais, j'ai envie de rien dire sur elle en fait, vas-y, suivant. Ensuite, on a une scène du coup avec l'homme en jaune qui est avec Sarah dans la réserve, là il y a tous les objets. Très bizarre. Très très bizarre parce qu'on sait déjà que les monstres ils aiment collectionner les trucs des autres, on ne sait pas encore pourquoi. Donc, est-ce qu'elle est là parce qu'il y a un intérêt, genre un peu d'énergie vitale dans les objets de tout le monde, du coup c'est un plaisir de, je sais pas, sniffer l'énergie vitale qui reste dans les objets, je sais pas. D'ailleurs, elle prend des lunettes. Je sais pas qui sont ces lunettes. J'ai l'impression que c'est à la daronne de Kelly, mais je suis pas sûr. Donc, elle a l'air bien contente. Et si on insiste autant sur le fait qu'elle prenne ces lunettes-là, c'est qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, la scène aussi où elle voit la statue de danseuse, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que c'est en fait. Pourquoi? Est-ce qu'elle avait un lien du coup avec cet autre monstre? Ou est-ce que ces monstres étaient ennemis et vu que le monstre a disparu, ce monstre a disparu, ça lui laisse champ libre pour agir. Je sais pas. En fait, le truc de la danseuse, c'est un trophée. Trophée de danseuse classique, donc plutôt une jeune fille. Donc une jeune fille qu'on aurait déjà vue. Peut-être que le corps de Sophia, que l'homme en jaune a volé, peut-être que c'était une vraie personne dont il prend la forme. Parce peut-être qu'il peut prendre la forme des gens à qui il a pris un morceau, quelque chose peut-être. Oh putain, je viens de revoir du coup la scène où on a Sarah et Sophia qui sont dans le truc. Là, l'homme en jaune lui pose la question est-ce que tu as de la famille ici? Et l'autre, elle là, respire stressée. Non. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Soit Sarah est au courant que Sophia c'est un monstre, soit elle entend des voix. Il se passe quelque chose qu'on soupçonne pas là. Bizarre. Un visage très fermé, très. Bizarre ce qui se passe. Et ensuite t'as l'homme en jaune qui dit ouais j'ai une faim de loup, c'est après que l'autre lui posait la question si elle avait faim. Une faim de loup en la regardant. Et là on a une Sarah très malaisée. Donc je pense que même si Sarah est au courant de quelque chose, elle contrôle rien. Elle contrôle pas ce qui se passe. Et elle est simplement victime de la chose. Aller quelque part, ok? Julie la grosse merde qui... Julie je la déteste aussi. Je crois que je déteste tout le monde. Julie je l'aime pas aussi parce qu'elle réagit trop prématurément, franchement pas satisfaisant. Surtout qu'elle met des coups de pression à Randall. Randall qui en vrai, le giga Chad, bah vas-y c'est un bon quand même. Et ça putain d'ambulance au lait. La meuf elle a fait 10 tours, elle a pas compris, elle était coincée tu sais. Ah mais le QI négatif s'il vous plaît. Donc là, moi, bon, je vais pas faire le mytho, j'ai déjà vu l'épisode 3 là, au moment où j'en suis là. Bon, mais bref. J'ai pas tant que cette théorie qui sont liées avec l'épisode 2. Mais là, du coup, ce que j'allais quand même dire avant d'avoir vu l'épisode 3, c'était que Victor, quand il a vu la phrase, il panique. Donc, comme si ça lui parlait. Je pense qu'il a déjà vécu ça. Il a déjà vécu ça. Il sait que le fait d'avoir des connaissances, que ça a un coût, etc., il est au courant du délire. Et il doit se dire ouais l'homme en jaune va arriver ou enfin certainement il connaît l'homme en jaune, il a un délire avec l'homme en jaune ou ce qu'il a fait par le passé. Et en tout cas aussi c'est ah merde, du coup il y a des écritures comme ça, du coup bientôt ça va être le carnage total. Là t'as Julie qui envoie le mal sans pitié en premier, sans lui dire qu'on va convulser et dead parce qu'il sait pas où est-ce qu'il a atterri dans le passé.
Pas de souci là-dessus, Julie, il n'y a pas de problème. Du coup, on a Julie qui se téléporte. Alors là, je vais notifier un truc. On a Julie qui se téléporte du coup dans le temps, à l'époque où il y avait justement le monstre boîte à musique dans le van. On revoit Jim, bon, Jim le boss. Mais le truc, c'est que là, pour la deuxième fois de toute la série, on voit un monstre courir. Parce que la meuf, du coup, elle va vers son daron. Le monstre lui court dessus, l'attrape et la plaque au sol. Lui bouche la bouche comme ça pour qu'elle ferme sa gueule et est prêt à la tuer. Il y a plusieurs choses que je vais dire là-dessus. Déjà de 1, est-ce que le monstre était au courant que Julie allait arriver à ce moment-là ou est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que du coup, coup de chance du monstre, sur ce coup de chance du monstre, en fait, ça a totalement changé l'histoire. Parce que si Julie avait réussi à avoir le daron et les autres, franchement, ça aurait tout gagné, quoi. Elle aurait tout changé et c'était fini. Bref, le monstre court comme quand il avait couru pour tuer la mère de Victor. Très bizarre. Pour moi, ils courent quand ils veulent, mais en fait, ils courent jamais parce que la situation est maîtrisée, l'histoire elle se passe comme il se passe. Et dès qu'il y a un truc qui déconne, c'est là qu'ils courent pour les détruire. Et surtout, du coup, autre théorie par rapport à cette scène, c'est que pendant que Julie se fait massacrer, je sais pas quel est le niveau de connaissance de ces monstres. Pour moi, en fait, ces monstres qui sont contrôlés d'ailleurs. Mais en tout cas, quand le monstre attrape Julie et qu'il est prêt à la fumer, elle arrête pas de crier à l'aide Randall, à l'aide Randall, 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 aide-moi. Pareil, du coup, elle échappe aux mains du monstre. Et plus tard, c'est ce monstre-là qui arrive et qui met la pression à Boyd. Une fois que Tabitha revient dans le village dans la saison 3, c'est ce monstre-là qui tient les clés et qui dit à Boyd, écoute, je vous donne les clés, mais vous nous laissez Randall. Soit pour le faire souffrir et avoir des informations, donc c'est pour ça qu'ils l'ont laissé en vite, parce qu'il a donné les bonnes infos, soit pour lire dans son esprit, soit pour... je sais pas. Mais en tout cas, je pense que le monstre a fait le lien, a voulu garder Randall, parce que, dans son passé, Julie avait appelé Randall à l'aide. Soit parce qu'elle voulait peut-être tuer Randall, pour pas que Julie s'échappe, mais, comme avait dit l'homme en jaune, une histoire qui est écrite, elle ne peut pas être changée, donc peut-être que le monstre a essayé, mais il n'a pas réussi. D'ailleurs, peut-être que je suis fou, peut-être que c'est pas machin, peut-être que c'est, voilà, je sais plus qu'on appelle ça pareil Dolly, bon, rien à foutre. Mais je vois une forme d'araignée quand même sur le van là, à ce moment-là. Donc je me dis, est-ce que le monstre, le de botanique, c'était pas un monstre araignée chelou? Je sais pas, parce que l'araignée a une symbolique dans From, donc à saoule. Ensuite, petite scène, du coup, on a Ethan qui vient reprendre la radio. Du coup, en fait, il le dit après. Et moi, je l'avais deviné. En fait, je savais je tiens à le dire. Moi, je le savais. Je savais qu'il prenait la radio parce que vu qu'il avait le seum que son père dead, il voulait parler justement à Thomas, du coup, le petit frère qui est dead. Soit de prendre soin de lui, soit de le ramener, soit de faire quelque chose, soit de demander de l'aide en tout cas à Thomas. Radio pour Thomas. Alors là, arrive la scène la plus intrigante de l'épisode. Alors là, je ne saurais pas me prononcer. Je suis lancé 2-3 petites théories. Mais je sais pas quoi penser de ça. Alors on voit Jim, du coup Jim le boss, posé sur son tronc d'arbre. Au début, regarde dans le vide, comme s'il savait pas qu'Ethan allait être là. Alors, il se comporte, déjà de 1, il se comporte comme les fantômes qu'on a déjà vus auparavant. Le fantôme du révérend Catherine et du barman. Moi, une de mes théories, c'était que c'était la même entité, mais qui changeait de forme aussi. Changement de forme qui n'était pas une théorie si débile que ça, parce que du coup on a l'homme en jaune qui lui est capable de changer de forme. Là avec ce qu'on voit, on dirait, et surtout à chaque fois qu'ils dialoguaient là, les entités, c'était toujours les bons mots, de la bonne façon, etc. Comme s'ils avaient un savoir en plus de fou. Mais si c'était vraiment le révérend ou le barman, ils auraient dit plus de choses que ça, ils auraient été plus concrets. Pourtant ils parlent autant en énigme que le petit gars en blanc. Bizarre. Peut-être que c'est le petit gars en blanc qui se transforme d'ailleurs. Mais là, en tout cas, bref, sur ce gym-là, on a un gym qui est perdu. Donc, première théorie. Soit l'entité, elle peut prendre l'apparence des gens qui sont déjà morts, mais après avoir leur autorisation. Donc, il faut que l'entité négocie avec le fantôme, le vrai fantôme, pour pouvoir prendre son apparence et communiquer avec l'autre. C'est pour ça qu'au début, on a un gym qui est déconnecté. Parce que l'entité, en fait, elle est arrivée à ce moment-là. Mais elle n'a pas eu trop le temps de négocier avec Jim. Peut-être que le gars est dur en affaires, du coup sans ça c'est galère. Et c'est pour ça qu'il regarde à chaque fois en arrière. Parce que Jim n'arrête pas de l'interrompre. Ou soit c'est vraiment Jim du coup, avec plus de connaissances. Et du coup c'est pour ça qu'il a ce comportement bizarre. Peut-être qu'il sait que s'il dit toute la vérité à Ethan, ça va niquer le plan.
coup, c'est pour ça qu'il a besoin d'être subtil sur les choses. Et du coup, en fait, il fait que répéter ce qu'une entité lui dit. Et c'est pour ça qu'il regarde à chaque fois derrière. Peut-être que je suis devenu fou, mais j'ai l'impression de voir un switch de personnalité entre le Jim qui regarde dans le vide, ensuite qui est surpris de voir Ethan, qui le serre dans les bras, et une fois qu'il le serre dans les bras et qu'il lui dit je viens pour la radio, là on voit le regard de Jim qui change, en mode mais elle est cassée. Directement il dégage, il est plus à l'aise, il est plus confiant. Alors, peut-être que c'est moi qui deviens, peut-être qu'il suis fou, ou peut-être que l'entité a pris contre. Je sais pas, mais il se passe quelque chose là. Il y a deux trucs qui se battent, il y a Jim et une entité. Du coup, peut-être que c'est pas à ce moment-là qu'il a switch, mais en tout cas, après qu'il est. Peut-être que je dis n'importe quoi là-dessus. Mais en tout cas, la première fois qu'il regarde à l'arrière, c'est. En fait, quand il regarde à l'arrière, c'est comme s'il écoutait quelque chose en fait. Quand il regarde à l'arrière, c'est comme s'il écoutait quelque chose, parce que c'est après regarder à l'arrière qu'il dit frérot, tu te rappelles du lac des larmes? Bizarre. Donc, soit il y a un danger, quelque chose qui va l'attaquer, ou soit juste quelque chose lui parle en fait. Il est ici. Et qu'il faut que tu le trouves. Bah, du coup aussi avec Jim, on a la confirmation du lac aux sanglots qui existe et qui a une importance colossale. Du coup ça revient à un dessin dont j'avais parlé. Du coup moi je pense que le lac aux sanglots c'est ni les Branders, ni la petite flaque de merde qu'on a quand on arrive dans la ville. C'est l'endroit où il y a les araignées je pense. Cet arbre là je pense que c'est un genre d'arbre originel, là où il y a eu les sacrifices et tout en dessous, et les araignées qu'il y a dessus c'est pour les protéger. On voit que les araignées ont un lien soit avec la pluie, soit avec justement un point d'eau genre un lac. Donc je pense que araignée égale endroit où il y avait le lac. Surtout qu'on a revu un peu tous les endroits de la forêt, on va dire. Le phare on l'a vu plusieurs fois, le temple où il y avait Martin, je veux dire les ruines simplement. Les cabanes, les ceci et cela, on a tout revu. Mais l'endroit qu'on n'a pas revu, c'est la forêt avec les araignées. On a revu l'arbre bouteille, on n'a pas revu la forêt avec les araignées. Ouais, du coup, fin d'analyse de la saison 4, épisode 2, du coup. Je vais continuer, je vais faire l'épisode 3 très vite, je pense. Et l'épisode 4, franchement, il va être fait instantanément, sinon, du coup, je suis. Oh, tu sais quoi, donne du gaz, du coup, donne du gaz. Fais péter l'abonnement, les likes et tout ça. Faut péter, comme ça, je peux encore une fois rattraper Squeezie.